C'était en mai 1947, et un homme âgé, fragile mais toujours empli de fierté, contemplait une dernière fois l'horizon du haut d'une colline californienne. Ses cheveux étaient devenus argentés et ses pas lents et incertains, mais son regard restait fixé sur les grandes tours de pierre qui s'élevèrent vers le ciel. Cet homme était William Randolph Hearst, jadis le plus influent éditeur de presse d'Amérique. Pendant près de 30 ans, il avait érigé un monument à son ambition, un château de pierre qu'il avait imaginé comme son propre royaume, un rêve qu'il ne verrait jamais se réaliser. Tandis que les portières de la voiture se refermaient et que son convoi entamait sa descente de la montagne, Hearst jeta un dernier regard à la forteresse qu'il avait baptisée, celui-ci enchanté, la colline magique. Je savais que je n'y retournerais jamais. Pour comprendre l'homme qui a bâti un empire de pierre et de rêves, il faut remonter à l'enfant qui rêvait de posséder son propre château. William Randolph Hearst naquit le 29 avril 1863 à San Francisco, en Californie, à l'aube de la transformation du Far West en une terre d'opportunités. Son père, George Hearst, n'était pas issu d'une famille aisée. Mineur, il avait tout risqué pour faire fortune dans un monde dangereux. Tandis que nombre de chercheurs d'or échouaient, George découvrit de l'or et de l'argent au Nevada et au Dakota du Sud. Lorsque William fut en âge de faire ses premiers pas, son père comptait déjà parmi les hommes les plus riches du pays. Sa mère, Phoebe Apperson Hearst, était son parfait opposé. Cultivée, raffinée et dotée d'une curiosité insatiable pour la culture, elle ne rêvait pas de richesse, mais d'art, de musique et de savoir. Phoebe souhaitait que son fils voie non seulement l'argent, mais aussi la beauté du monde. Ainsi, lorsque William eut à peine 10 ans, sa mère l'emmena pour un voyage de 18 mois à travers l'Europe. Ils visitèrent les grandes capitales du vieux continent, Londres, Paris, Rome, et parcoururent les salles de palais opulents, les vastes jardins qui s'étendaient à perte de vue et les châteaux médiévaux qui semblaient toucher le ciel. C'est au milieu de ces monuments que William commença à s'émerveiller devant la grandeur. Dans les plafonds de Versailles, dans le marbre de Florence, dans les salles de la noblesse, le jeune Hearst entrevit le monde qu'il rêvait de bâtir un jour. De retour en Californie, le souvenir de ces châteaux le hantait comme une promesse secrète. Un jour, lui aussi construirait quelque chose de semblable. Dès son enfance, William manifesta une fascination pour le collectionnisme. Timbres, pièces de monnaie, œuvres d'art, livres, tout ce qui avait de la valeur et de la beauté. Tandis que les autres enfants jouaient aux billes, il se consacrait au commerce de pièces anciennes. Sa mère, consciente de sa passion, l'encourageait. Pour elle, s'entourer de beauté était une composante essentielle de l'éducation. Au fil du temps, sa chambre à Harvard, l'université qu'il étudiait, se remplit d'objets, de tableaux et de souvenirs rapportés d'Europe. Bien qu'il ne fût pas un élève modèle, son esprit créatif et son goût pour le désordre le rendirent célèbre à l'université. L'une de ses farces les plus mémorables fut d'envoyer en cadeau des vases gravés au nom de ses professeurs, ce qui lui valut d'être renvoyé. Cependant, cet acte révéla une facette essentielle de sa personnalité. William Randolph Hearst était un homme en quête constante d'attention, de spectacle et de provocation. De retour en Californie après son voyage en Europe, William Randolph Hearst découvrit un monde bien différent de celui qu'il avait imaginé en visitant les palais européens. Sa famille avait changé, mais l'ambition de son père et les rêves de sa mère demeuraient, chacun à sa manière. Dans ce milieu où l'opulence régnait, William considérait la fortune de son père comme un simple point de départ, un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Pourtant, ce qui le fascinait véritablement, ce n'était ni l'or ni l'argent, mais le pouvoir d'influence, la capacité de façonner le monde par l'information. Le tournant de sa vie survint lorsque son père, George Hearst, racheta un journal en faillite. Le San Francisco Examiner George ne percevait pas la valeur du journal. Il l'avait acquis par hasard dans le cadre d'une opération commerciale plus vaste, mais son fils William y voyait tout autre chose. Pour lui, le journal était bien plus qu'une simple publication. C'était un outil puissant, capable de toucher et de mobiliser les masses. Il parvint à convaincre son père de lui confier la direction du journal, malgré sa désapprobation. « Vas-y, fais-le, dit George, mais ne perds pas trop d'argent. » William non seulement releva le défi, mais transforma rapidement le Examinateur. Ce fut un succès retentissant. Il remplit ses pages de scandales, d'histoires criminelles, de potins et de drames humains.
Pour Hearst, l'essentiel n'était pas d'informer, mais de captiver. Il créa des titres choquants, chargés d'émotion et de violence, ce qui fit exploser les ventes et captiva massivement le public. Ces histoires n'informaient pas seulement, elles provoquaient aussi des réactions intenses, colère, peur, curiosité et fascination. En peu de temps, San Francisco Examiner est devenu l'un des journaux les plus lus du pays. Cette formule du sensationnalisme, connue plus tard sous le nom de journalisme à sensation C, ne fut pas seulement un succès à San Francisco. À mesure que William étendait son activité à d'autres villes, il constatait que Journal de New York 1, occasion encore plus grande de mettre en pratique son ambition démesurée. En 1895, il racheta le journal et entama une lutte acharnée pour la suprématie avec son principal concurrent, Joseph Pulitzer, propriétaire du Le Monde de New York. La guerre entre ces deux titans de la presse fut à l'origine d'un nouveau type de journalisme, un journalisme qui ne se contentait pas de rapporter les faits, mais les exagérait, les dramatisait et, parfois, les inventait pour capter l'attention du public. On raconte que durant la guerre hispano-américaine de 1898, Hearst aurait utilisé son influence médiatique pour attiser les tensions entre les États-Unis et l'Espagne, contribuant ainsi à un climat belliqueux. La rumeur court que William aurait déclaré « Vous publiez les images, je publie la guerre », illustrant ainsi sa capacité à influencer les événements par le biais des médias. Bien que cette affirmation n'ait jamais été vérifiée, il est certain que Hearst a utilisé ses journaux pour façonner le récit public de la guerre, alimentant le patriotisme et le désir de conflit. Au début du XXe siècle, Hearst possédait des journaux à travers tout le pays. De la côte new-yorkaise à la Californie, des millions d'Américains lisaient les journaux que William Randolph Hearst avait transformés en un véritable phénomène culturel. Outre les journaux, son empire médiatique s'étendait à des magazines tels que Cosmopolite et Bonnes habitudes d'entretien, puis ce fut le tour des actualités filmées. Hearst était omniprésent, son nom devint synonyme de pouvoir et de contrôle sur l'opinion publique. Bien que Hearst ait amassé une fortune considérable et une influence politique immense, il manquait encore quelque chose à sa vie. Il avait atteint ce que beaucoup considèrent comme l'apogée du succès, la richesse, la gloire, le pouvoir d'influencer l'opinion publique, et pourtant le sentiment qu'il lui manquait encore quelque chose persistait. William Randolph Hearst ne se contentait pas de la richesse, il ne désirait pas seulement le pouvoir. Il aspirait à l'immortalité, il voulait laisser un héritage qui lui survivrait, quelque chose de tangible, quelque chose que personne ne pourrait lui ravir, quelque chose qui transcenderait la nature éphémère des journaux et des articles de presse. C'est à ce moment-là que Marianne Davis, une jeune actrice de Broadway, entra dans sa vie. En 1916, lors d'une des représentations de Ziegfeld Follies à New York, Hearst fut séduit par la beauté, la grâce et la vitalité de Marianne. Née dans une famille de la classe moyenne de Brooklyn, elle avait fait ses débuts dans le show-business avec ses sœurs, en quête de gloire et de fortune. Contrairement à d'autres femmes qui attiraient les hommes puissants par leur beauté, Marianne possédait quelque chose qui captivait tous les regards, sa simplicité, sa chaleur et son humilité. Hearst, alors âgé de 53 ans, commença à la courtiser en lui offrant des fleurs, des cadeaux et en lui proposant de l'aider à faire progresser sa carrière. Bien que William fût marié à Millicent, son mariage ne fut jamais heureux. Lui et Marianne entamèrent une relation qui dura plus de 30 ans, toujours considérée comme une liaison hors la loi, Marianne étant qualifiée de maîtresse de Hearst. Pourtant, pour lui, Marianne n'était pas qu'une maîtresse, mais sa partenaire, son foyer. En 1919, à la mort de sa mère, Phoebe Apperson Hearst, William hérita d'une fortune considérable, 11 millions de dollars en espèces et 100 000 hectares de terres en Californie, près de la côte pacifique. Ces terres n'étaient pas des terres ordinaires. C'était là que sa famille avait campé durant ses premières années de prospérité, un lieu qu'il avait exploré enfant, admirant les paysages qui s'étendaient jusqu'à la mer. À présent, à 56 ans, William voyait dans ces terres bien plus qu'un simple ranch. C'était l'endroit idéal pour bâtir son rêve, le château qu'il avait imaginé durant son enfance. Bien que l'héritage fût conséquent, l'argent n'a jamais été la principale motivation de William. Pour lui, la véritable richesse résidait dans la création d'une œuvre durable, symbole de son ambition et de sa puissance. Se souvenant des châteaux européens visités durant son enfance, il décida que là, dans ces collines californiennes,
Il bâtirait un édifice encore plus grandiose. Ce ne serait pas une maison ordinaire, mais un palais capable de rivaliser avec les plus grands monuments d'Europe. William ne désirait pas seulement être riche, il voulait marquer l'histoire, laisser une empreinte indélébile sur le monde, une empreinte que le temps ne pourrait effacer. C'est alors qu'il pensa à Julia Morgan, une architecte de San Francisco, pour concrétiser son projet. Dans une lettre qu'il lui envoya presque sur le ton de la plaisanterie, William lui demanda de concevoir quelque chose de petit à construire sur cette colline. La modestie de ses propos ne pouvait masquer l'ampleur de son ambition. Lorsque Julia Morgan visita les lieux, elle comprit rapidement que la demande de William était tout sauf modeste. La colline culminait à plus de 488 mètres d'altitude, dominant l'océan d'un côté et les montagnes de l'autre. Cependant, le terrain était accidenté et difficile d'accès, sans route goudronnée, sans eau courante ni électricité. Julia prit alors conscience de l'envergure du projet, mais elle accepta néanmoins le défi. Les premières phases de la construction débutèrent en 1920 et Julia, forte de sa vision et de son expérience, en dressa les plans initiaux. Bien que William souhaitât que sa résidence devienne un monument emblématique, il comprenait également qu'un projet de cette envergure nécessitait des infrastructures de base. Les premières tâches furent donc d'ordre pratique, la création de routes, l'installation de canalisations d'eau et la construction de générateurs électriques. Malgré le terrain escarpé, les ouvriers commencèrent à dégager des chemins sinueux permettant aux camions de transport de matériaux d'atteindre le sommet. Cependant, la construction de la maison ne commença pas immédiatement. L'accent fut d'abord mis sur la mise en place des infrastructures nécessaires à la réalisation du projet. Parallèlement, William continuait de peaufiner sa vision d'une résidence qui serait non seulement luxueuse, mais aussi un symbole de son pouvoir. Il rêvait de tours évoquant les cathédrales espagnoles, de jardins aussi luxuriants que ceux d'Italie et de cours intérieures baignés de lumière méditerranéenne. Les exigences de William semblaient sans fin. Il voulait que chaque détail soit parfait et que la maison soit plus grande, plus opulente et plus impressionnante que toutes les autres. Julia Morgan, qui avait collaboré avec certains des plus brillants architectes de l'époque, ne contesta jamais les décisions de William. Au contraire, elle accepta chaque modification avec une patience admirable et redessina les plans sans se plaindre. Elle savait que son rôle n'était pas seulement de construire un bâtiment, mais de transformer une idée, une obsession en réalité. William, quant à lui fournissait des matériaux du monde entier, toitures anciennes, cheminées en pierre, vitraux d'Italie et de France. Chaque élément semblait s'intégrer parfaitement à la vision de William, et il était déterminé à ce que le château soit orné des pièces les plus rares et les plus belles. La construction des maisons d'hôtes constitua la première étape. 3 petites demeures furent érigées sur les hauteurs de la colline, chacune conçue dans un style unique et ornée d'antiquités importées. Ces maisons, baptisées Casa del Mar, Casa del Monte et Casa del Saúl, n'étaient pas de simples hébergements. C'étaient de véritables villas miniatures, offrant chacune une vue panoramique sur l'océan et les montagnes environnantes. En 1922, les maisons d'hôtes furent achevées, et William, accompagné de Marianne Davies, s'y installa, tandis que la construction du château se poursuivait autour d'eux. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, celui-ci enchantait le château, commença à prendre forme. William Randolph Hearst n'était pas satisfait de ce qui existait déjà. Sa vision ne cessait de grandir. La construction du grand bâtiment principal, appelé Grand Pays La Construction, débuta à la fin des années 1920. La résidence principale, de 6 étages, serait construite en béton armé, mais revêtue de marbre et de calcaire pour lui donner l'apparence d'une cathédrale Renaissance. 2 tours culminant à 50 mètres, Grand Pays devint une structure impressionnante, débordante de luxe et de puissance. Pendant ce temps, Julia Morgan travaillait sans relâche, redessinant les plans et résolvant les problèmes structurels. La tâche était colossale. Plus de 10 000 plans étaient nécessaires pour créer l'édifice imaginé par William. Et tandis que la construction avançait, la vie au château se poursuivait, rythmée par les réceptions, les visiteurs de marque et la présence constante de William et Marianne. La colline devint un lieu de rencontre pour l'élite hollywoodienne, les politiciens, les artistes et les personnalités du monde entier, qui affluaient au château pour s'imprégner de la splendeur de la demeure. À la fin des années 1920, celui-ci enchantait le lieu était déjà célèbre.
Les visiteurs accédaient au sommet de la colline par des routes sinueuses au cœur d'un paysage féerique. En chemin, ils pouvaient admirer des animaux exotiques que Hearst avait fait venir du monde entier, des girafes aux kangourous, créant ainsi un zoo privé qui devint l'une des attractions les plus originales de la région. Ce zoo, qui abritait plus de 40 espèces animales, était l'un des plus grands au monde, et les visiteurs profitaient d'un spectacle unique à l'approche du château. Malgré toute la splendeur et le faste du château, la vie n'était pas sans difficulté. La relation entre William et Marianne, bien qu'empreinte d'amour et d'admiration mutuelle, était constamment marquée par les complexités de leur statut social. Marianne, compagne inséparable de William, ne portait jamais le titre officiel d'épouse. Leur amour ne fut jamais pleinement accepté par la société, et bien que William l'aimât et lui accordât la place qui lui revenait, l'ombre de sa femme légitime, Millicent, planait toujours. Au fil des décennies, les tensions s'accentuèrent. La Grande Dépression de 1929 affecta gravement les finances de Hearst. Malgré la crise économique qui frappait le pays, William continua de dépenser sans compter pour son château. Les travaux se poursuivirent, même lorsque l'économie s'effondra et que les revenus de ses journaux commencèrent à décliner. Mais la réalité était indéniable. L'empire que William avait bâti commençait à s'écrouler. Les dettes s'accumulèrent et, bien que sa fortune restât considérable, l'argent ne coulait plus aussi facilement. La pression financière croissante contraignit William à faire des choix difficiles. Finalement, en 1937, après 28 ans de travaux ininterrompus, Guillaume reçut un télégramme qui allait bouleverser sa vie. Il devait interrompre tous les travaux de construction à Saint-Siméon. L'argent était épuisé et les banques avaient saisi ses biens. Les ouvriers furent renvoyés chez eux et les machines s'arrêtèrent. Le rêve de Guillaume, le chef-d'œuvre qu'il avait entrepris avec tant d'enthousiasme, s'arrêta brutalement. La dernière phase de la construction, qui aurait consisté à achever les somptueux jardins et à réaliser les derniers ajouts au château, ne fut jamais menée à terme. Bien que le château fût déjà une merveille architecturale, la somptueuse demeure demeurait inachevée, tel un rêve interrompu. La maison se dressait là, silencieuse, contemplant l'océan. William, qui avait jadis possédé un empire médiatique, se retrouvait désormais contraint par les difficultés financières. Malgré la perte de sa fortune, le château restait un rappel constant de ce qu'il avait accompli, mais aussi de ce qu'il avait perdu. Au fil du temps, la grandeur de celui-ci enchantait le temps s'estompa. Les fêtes, jadis fastueuses et fréquentées par des célébrités, commencèrent à se raréfier. Les invités les plus prestigieux ne venaient plus chaque week-end et les employés du château devinrent les derniers témoins d'un rêve jamais réalisé. Le château, pourtant chargé d'histoire et de beauté, s'assombrit peu à peu, prisonnier de ses murs de marbre et du souvenir de ce qu'il avait été. Au fil des années 1930, le rêve que William Randolph Hearst avait si patiemment bâti commença à s'effondrer. La Grande Dépression affecta non seulement ses finances personnelles, mais porta également un coup dur à l'empire médiatique qu'il avait bâti. Bien qu'il fût l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de son époque, le krach boursier et la chute drastique des recettes publicitaires commencèrent à fragiliser la structure de son vaste empire. Son impressionnant ensemble de journaux, de magazines et de stations de radio ne pouvait plus supporter le poids des frais de fonctionnement. En 1935, les dettes de Hearst atteignaient la somme astronomique de 100 millions de dollars, un montant si colossal que même sa fortune personnelle ne pouvait le couvrir. Les banques et les créanciers, qui avaient toléré son train de vie fastueux pendant des années, commencèrent à exiger le remboursement des sommes dues. Les propriétés qui avaient jadis semblé être des sources de richesse inépuisables se transformaient désormais en fardeaux insupportables. Et au cœur de tout cela, le château qui avait nécessité tant de temps, d'efforts et d'argent allait devenir un nouveau gouffre financier. Malgré la crise, Guillaume continua de vivre dans son château, entouré de luxe et imprégné de l'image de ce qu'il avait été. Mais la réalité de la situation devenait de plus en plus difficile à ignorer. La construction de nouvelles extensions à celui-ci enchanté tout s'arrêta, et le luxe qui régnait autrefois au château commença à se raréfier. Les fêtes de gala et les réceptions mondaines ne furent plus la norme. Les célébrités qui avaient jadis été attirées par l'opulence du manoir ne s'y pressaient plus. William Randolph Hearst, l'homme qui avait fait des gros titres un art et des journaux un instrument de pouvoir, se retrouvait désormais aux prises avec la difficulté de garder le contrôle de sa vie.
Les dettes s'accumulaient, le personnel diminuait et la splendeur de son manoir était de plus en plus éclipsée par la menace imminente de la faillite. Pourtant, l'homme qui avait atteint un tel sommet n'était pas prêt à abandonner si facilement. C'est alors que Marianne Davies, sa compagne depuis plus de 20 ans, intervint. Bien qu'elle n'ait jamais été officiellement reconnue comme l'épouse de Hearst, elle joua un rôle crucial dans sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, Marianne n'était pas seulement une star de cinéma, mais une femme intelligente et responsable. Face à des difficultés financières croissantes, Marianne proposa son aide à William, mettant à disposition près d'1 million de dollars de sa fortune personnelle pour sauver l'empire Hearst. Sans hésiter, elle lui offrit une somme importante pour couvrir ses dettes et assurer la survie des journaux. Bien que leur sacrifice fût remarquable, les tensions entre eux et les circonstances auxquelles ils étaient confrontés ne s'apaisèrent pas. Marianne vieillissait et William, malgré une vision toujours intacte, n'avait plus l'énergie ni les ressources nécessaires pour maintenir l'édifice qu'il avait bâti. Leur relation traversa des moments difficiles, surtout lorsqu'il devint évident que l'empire Hearst ne pouvait plus subsister tel quel. La dynamique entre eux évolua. Marianne prit une place encore plus importante dans les décisions financières, tandis que William s'efforçait de conserver les apparences du contrôle et du pouvoir. En 1937, les difficultés financières atteignirent leur paroxysme. Les banques prirent le contrôle total de la Hearst Company et William, qui avait exercé un pouvoir absolu, vit désormais ses marges de manœuvre limitées. Bien que conservant officiellement le titre de président, il n'avait plus aucune autorité réelle. La situation devint encore plus critique lorsque, plus tard dans l'année, les ouvriers du château furent renvoyés chez eux et que la construction de celui-ci enchantait tout s'arrêta net. Le château, qui avait été le reflet de la grandeur de Hearst, restait désormais silencieux, inachevé et à la merci de la vague montante de la faillite. La chute de William Randolph Hearst fut, à bien des égards, aussi spectaculaire que son ascension. Alors que les dettes et les exigences des créanciers s'accumulaient, l'homme qui avait jadis dominé le monde se retrouva entouré de la même opulence qu'il avait créée, mais incapable de l'entretenir. Son château, celui-ci enchantait le palais conçu comme un symbole de son pouvoir éternel, ressemblait de plus en plus à une cage dorée. Le rêve de vie éternelle, bâti de marbre et de luxe, commençait à s'effondrer sous le poids des circonstances. Parallèlement, les journaux qui avaient jadis dominé le paysage médiatique commencèrent à perdre de leur influence. Le journalisme à sensation, ce puissant outil de manipulation que Hearst avait perfectionné, n'exerçait plus la même emprise. Les lecteurs devenaient plus sceptiques et le public évoluait. L'âge d'or du sensationnalisme touchait à sa fin. Les journalistes n'étaient plus disposés à obéir aux ordres de leur patron pour produire des titres à scandale. Le moral et la pression du temps commençaient à miner l'empire que Hearst avait si patiemment bâti. En 1938, Hearst fut contraint de vendre plusieurs de ses propriétés les plus précieuses, dont une partie de ses collections d'art et de mobilier accumulées au fil des ans. Son château, cependant, ne fut jamais vendu. Malgré les difficultés financières, il demeura le témoin des rêves inassouvis et de l'obsession d'un homme qui, malgré tout, ne cessa jamais de se battre pour sa vision. Fin 1939, Hearst se retira dans son manoir de Beverly Hills, où il passa ses derniers jours entouré de souvenirs de son empire perdu. Sa santé, déjà fragilisée par des années de stress et d'excès, commença à décliner rapidement. La vie qu'il avait menée, faite d'excès et d'obsessions, finit par avoir raison de lui. Son corps commença à le lâcher et son esprit, bien que toujours actif, n'avait plus la même clarté. Dans son ultime retraite, entouré de photographies de celui-ci enchanté William, passait des heures à regarder des photos de son château, comme si, à travers elles, il pouvait revivre ce qu'il avait perdu. De son côté, Marianne Davies, pilier émotionnel et financier de Hearst durant ces dernières années, menait elle aussi un combat intérieur. Bien qu'ayant été la fidèle compagne de William pendant des décennies, la tension de leur relation, marquée par une lutte constante pour la reconnaissance et un épuisement émotionnel, avait fini par avoir raison d'elle. À la fin de sa vie, Marianne se consacra entièrement à William, mais parallèlement, les pressions personnelles et les souvenirs du passé commencèrent à peser lourdement sur elle.
Même si elle ne pouvait être son épouse officielle, elle fut toujours celle qui se tenait à ses côtés, et son soutien indéfectible fut crucial dans la chute de Hearst. Son sacrifice, cependant, ne fut pas pleinement reconnu de son vivant, et les médias, toujours avides de sensationnalisme, s'empressèrent de répandre rumeurs et opinions négatives à son sujet. Pour Marian, néanmoins, seul comptait son amour pour William et ce qu'elle avait fait pour lui sans rien attendre en retour. En 1941, à l'âge de 78 ans, William Randolph Hearst fut victime d'une grave défaillance de sa santé. Sa vie, marquée par d'innombrables hauts et bas, touchait à sa fin. Son empire médiatique s'était effondré, son château restait inachevé et son influence grandissante dans les médias s'amenuisait. Malgré sa puissance et sa fortune, il était arrivé au terme de son parcours, incapable d'échapper au même sort que tant d'autres hommes de son époque, l'oubli. Le 14 août 1947, William Randolph Hearst s'éteignait à l'âge de 88 ans dans son manoir de Beverly Hills, entouré des souvenirs d'un empire désormais disparu. La nouvelle de sa mort fit rapidement la une des journaux, aussi bien ceux qu'il contrôlait encore que ceux de ses anciens concurrents. Certains se souvenaient de lui comme d'un pionnier des médias, un homme qui avait révolutionné la manière dont le public s'informait. D'autres le décrivaient comme un tyran, un homme qui manipulait la vérité à son profit. Quoi qu'il en soit, une chose était indéniable. William Randolph Hearst avait profondément marqué l'histoire du journalisme américain. Après sa mort, celui-ci enchanté son château de rêve demeura vide. Gardiens et employés continuaient d'entretenir le domaine, mais la demeure ne fut plus jamais un lieu de célébration ni de réception mondaine. La splendeur des fêtes hollywoodiennes, des réunions politiques et des soirées fastueuses avait disparu. Le château, malgré sa grandeur, était devenu un tombeau silencieux, un monument à l'ambition d'un homme qui, bien qu'ayant tout accompli, ne put jamais échapper à l'ombre de ses rêves brisés. Dévastée par la perte de son compagnon de toujours, Marion Davies se retira de la vie publique. Malgré une relation tumultueuse avec Hearst, son amour pour lui demeura intact. Après la mort de William, Marianne mena une vie paisible et discrète, loin de la célébrité qu'elle avait connue. Elle ne se remaria jamais et vécut ses dernières années dans l'ombre, connue uniquement comme la maîtresse du magnat de la presse. En 1958, la famille Hearst, consciente du manque de ressources pour entretenir le château, a pris la décision d'en faire don, celui-ci enchanté à l'État de Californie. Ce qui avait jadis symbolisé le pouvoir de William Randolph Hearst allait désormais devenir un site touristique, ouvert au public. Bien que le château conservât son aspect impressionnant, l'écho des rires et des fêtes s'était estompé. Et le vieux rêve de Hearst était figé dans le temps, une merveille architecturale où les visiteurs peuvent encore ressentir l'ombre de son créateur. Avec la mort de William Randolph Hearst en 1947, un chapitre important de l'histoire des médias et de la culture américaine s'est refermé. L'empire qu'il avait bâti, fondé sur son talent pour manipuler les médias et créer des phénomènes médiatiques d'envergure, s'est effondré autour de lui. Celui-ci, enchanté son château dans les collines californiennes, demeurait le dernier vestige d'une vie fondée sur la grandeur et l'obsession. Bien que son empire médiatique se soit effondré, l'héritage de Hearst continua d'alimenter les débats et sa figure, malgré tout, ne s'est pas effacée de sitôt de la mémoire collective. Le château, qui avait si longtemps été un centre de luxe et de fête pour les stars hollywoodiennes, les politiciens et les personnalités mondaines, était désormais vide, privé de l'agitation des invités et des rires qui emplissaient autrefois ces vastes salles. Cependant, celui-ci enchanté, ce n'était pas qu'un monument à l'excès et à l'opulence. Au fond, il représentait les rêves d'un homme qui voulait laisser une trace éternelle, quelque chose qui transcende les limites de l'argent et du pouvoir éphémère. Les rêves de William Randolph Hearst ne se limitaient pas à la richesse matérielle, mais visaient quelque chose de bien plus profond. Créer un héritage qui lui survivrait. Après sa mort, la famille Hearst dut faire face à la tâche colossale de gérer l'héritage que William avait accumulé de son vivant. Cet héritage, bien que considérable, était loin d'être suffisant pour couvrir les frais d'entretien de son vaste empire. La situation s'aggrava lorsque la valeur des journaux et magazines contrôlés par Hearst commença à chuter en raison de la crise économique qui frappait le pays. La Hearst Company, qui avait été à son apogée le plus grand conglomérat médiatique au monde, commença à s'effondrer sous le poids de ses dettes et des fluctuations du marché.
Bien que les journaux et magazines de Hearst existassent encore, leur influence avait considérablement diminué. L'ère du sensationnalisme et de l'ajournalisme à sensation de le phénomène s'était produit, et le public commençait à se tourner vers des sources d'informations plus fiables et moins manipulées. Dans ce nouveau contexte, l'empire Hearst, bâti sur un mélange de sensationnalisme et de pouvoir médiatique, n'était plus viable. Les mutations du secteur des médias et la transformation des habitudes de consommation d'informations étaient implacables. Cependant, l'héritage de Hearst ne se résumait pas à une simple ruine. Il s'est profondément ancré dans la culture américaine. Son aptitude à contrôler le récit et à façonner les événements par le biais des médias a marqué l'histoire de façon indélébile. Malgré les critiques suscitées par ses méthodes et la controverse qui a émaillé sa vie, nul ne saurait nier que William Randolph Hearst fut un pionnier des médias de masse et une figure qui a transformé à jamais la manière dont le public s'informe. Le château Hearst, jadis l'une des résidences les plus impressionnantes et luxueuses de son époque, devint le symbole de son ambition mais aussi de sa chute. La richesse et le pouvoir qu'il avait amassés tout au long de sa vie ne suffirent pas à sauver son empire dans ces dernières années. Cependant, celui-ci en Chantéelle demeurait le reflet de la vision de Hearst, une œuvre inachevée qui représentait son obsession pour la grandeur, la beauté et l'héritage. Marianne Davies, sa compagne et son soutien indéfectible pendant de nombreuses années, dut-elle aussi faire face aux conséquences de la chute de Hearst. Bien qu'elle ne fût pas officiellement reconnue comme son épouse, son amour et son dévouement envers William étaient indéniables. Cependant, leur relation ne fut jamais pleinement acceptée par la société. Marianne, ancienne star hollywoodienne, souffrit également des conséquences du regard du public et sa vie après la mort de William fut bien plus paisible et discrète. Malgré les hauts et les bas de sa relation avec Hearst, elle demeura une figure essentielle de son histoire. Malgré tout ce qui s'était passé, l'histoire de William Randolph Hearst ne s'est pas arrêtée à sa mort. Au fil des ans, sa figure s'est muée en une sorte de mythe, et les récits de sa vie, de son empire et de son château ont continué de circuler. C'était en partie une façon de perpétuer le souvenir d'un homme qui avait cherché à transcender les normes sociales grâce à son empire médiatique et à son architecture monumentale. Son nom restait connu dans tout le pays, et son influence se faisait encore sentir dans l'organisation et le fonctionnement des médias. Au fil des années, celui-ci enchantait le château de Hearst, connu sous le nom de Hearst Castle, devint un symbole de l'ambition humaine, mais aussi de la fugacité de la richesse et du pouvoir. Même après la disparition de William Randolph Hearst, il demeura un témoignage de sa vie, de son obsession pour la grandeur et de son désir de laisser une trace indélébile. Cependant, face à l'augmentation des coûts d'entretien et aux difficultés financières croissantes de la famille Hearst, l'avenir du domaine semblait incertain. En 1958, après des décennies de difficultés économiques et un changement inévitable des priorités familiales, la famille Hearst décida de faire don du château à l'État de Californie. Ce don transforma celui-ci enchanté dans un musée ouvert au public, accessible à des milliers de touristes désireux de voir, d'admirer et de méditer sur la grandeur du lieu. Le rêve de William de créer un héritage éternel prit une nouvelle forme. Si la magnificence de la propriété demeurait intacte, elle n'était plus le reflet de sa vie privée et de ses ambitions, mais celui d'une époque révolue. Désormais, le château accueillait un flot continu de visiteurs, chacun porteur de sa propre interprétation de l'héritage Hearst. Le musée devenu Château Hearst préserve non seulement les objets, les œuvres d'art et les souvenirs d'une époque révolue, mais demeure aussi un lieu chargé d'histoire et de contradictions. Les touristes déambulent dans ces salles ornées de statues Renaissance, de tapis persans et de plafonds peints par des maîtres européens, mais beaucoup ignorent l'ombre des tensions qui ont marqué la vie de Hearst. Ces murs, témoins jadis de rires et de célébrations, ne conservent plus que les échos d'une existence faite de conflits et de désirs inassouvis. Marianne Davies, la femme qui a partagé la vie de Hearst pendant plus de 30 ans, s'inscrit elle aussi dans cette histoire d'amour et de deuil. Après la mort de William, Marianne a tenté de se retirer de la vie publique. Bien qu'elle ait été l'une des femmes les plus connues de son époque, notamment grâce à sa relation avec Hearst, sa vie après son décès fut beaucoup plus discrète.
Marianne vendit certains bijoux et objets personnels que William lui avait offerts pour faire face aux difficultés financières, mais elle ne chercha jamais à tirer profit de la mémoire de Hearst. Elle resta fidèle à son amour pour lui, malgré les critiques et la stigmatisation sociale dont elle fut victime pour avoir été sa maîtresse et non son épouse officielle. Après la mort de Guillaume, Marian mena une vie simple, vivant recluse et chérissant le souvenir des jours glorieux qu'ils avaient partagés. Femme de contradiction, elle jouissait du luxe que lui offrait sa relation avec le magnat, mais souffrait de l'isolement et du malaise de ne pas être pleinement reconnue par la société. Son rôle auprès de Guillaume fut néanmoins essentiel. Elle fut non seulement sa compagne et sa confidente, mais aussi sa protectrice qui, à la fin de sa vie, intervint pour sauver son empire et son héritage. La vie et la mort de William Randolph Hearst ont servi de leçon aux générations futures quant à la nature éphémère du pouvoir. Certains ont vu en lui un symbole de la lutte pour l'ambition, le contrôle et l'immortalité, tandis que d'autres y ont vu l'exemple de l'arrogance capable de perdre même les plus puissants. En fin de compte, le château de Hearst représentait non seulement ses réussites, mais aussi ses échecs, ses excès et son incapacité à trouver le contentement malgré toute sa fortune. Aujourd'hui, le château Hearst demeure l'une des attractions touristiques les plus populaires de Californie, attirant des milliers de visiteurs du monde entier. Ces derniers flânent dans ses pièces somptueuses, admirent son architecture unique et s'émerveillent de la beauté de ses jardins et de ses piscines. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière sa magnifique façade, celui-ci enchanté y demeure le témoin des rêves brisés de son créateur. Les touristes ne remarquent pas toujours les fissures de la façade, ni les traces de l'homme qui a bâti ce lieu, mais ceux qui regardent au-delà des murs dorés perçoivent comme une attente, une sorte d'esprit qui plane encore, prisonnier du temps, comme si le château attendait toujours le retour de son créateur. Dans ce monument à la grandeur et à l'obsession, l'histoire de William Randolph Hearst n'est pas tout à fait terminée. Les échos de sa vie résonnent encore dans chaque recoin de ce château, parmi les salles et les jardins désertés qui jadis emplissaient de rire. Bien que les journaux qu'il a fondés aient disparu et que son empire médiatique se soit effondré, son héritage demeure, non seulement dans l'histoire des médias, mais aussi dans la mémoire collective d'une société qui continue de s'émerveiller de l'ampleur de ce qu'il a accompli, mais aussi de la tragédie de sa chute. Au fil des années, celui-ci enchantait le célèbre château Hearst, autrefois symbole du pouvoir absolu et de l'ambition démesurée de William Randolph Hearst, devint une sorte de mausolée de ses rêves brisés. Tandis que les touristes commençaient à arpenter les couloirs du manoir, partagés entre admiration et curiosité, le château, avec ses tours imposantes et son opulence débordante, demeurait un joyau architectural, mais aussi un rappel du prix que son créateur avait payé pour la grandeur. L'héritage de Hearst ne s'est pas évanoui avec sa mort, bien que ses journaux et magazines aient perdu de leur influence et que l'empire qu'il avait patiemment bâti se soit effondré. La figure de William Randolph Hearst est restée un sujet d'étude et d'admiration, quoique de manière ambiguë. Pour beaucoup, il incarnait la capacité d'un seul homme à dominer les médias, à modifier la perception des événements par la société et à façonner l'opinion publique. Pour d'autres, Hearst était un homme dont l'obsession du pouvoir a causé sa perte, un homme dont l'absence de limites personnelles et morales l'a laissé isolé et seul dans ses dernières années. À sa mort, William Randolph Hearst devint une figure complexe dont l'histoire offrait des leçons sur l'excès, le pouvoir et l'inéluctabilité du temps. Sa volonté de contrôler l'information, d'être celui qui définissait le quotidien, se reflétait non seulement dans ses journaux, mais aussi sur les murs de son château. Il avait créé un espace où il pouvait contrôler chaque détail. Des murs ornés des plus belles œuvres d'art aux jardins parfaitement entretenus, conçus comme un prolongement de son propre ego. Cependant, la création de celui-ci, enchanté cela, symbolisait aussi son désir de rendre son héritage éternel, un rêve qui ne se réaliserait pas de son vivant. Après la mort de Hearst, les efforts pour maintenir le château en activité commencèrent à décliner. Le château, jadis une demeure luxueuse où se déroulèrent banquets et fêtes somptueuses, se vida peu à peu. Les touristes pouvaient admirer son architecture époustouflante, mais ne pouvaient plus ressentir la vie trépidante qui l'animait autrefois. Le silence qui régnait dans les couloirs et les cours était un rappel de la vie qui s'y était déroulée.
une vie faite de glamour, de controverses et de secrets. Incapable d'entretenir le château en raison des coûts croissants, la famille Hearst finit par en faire don à l'État de Californie en 1958. Ce qui avait été la résidence personnelle d'un homme se croyant immortel devint alors un monument public accessible à des millions de visiteurs. Le château, autrefois propriété privée, espace dominé par la vision d'un seul homme, se transforma en musée racontant l'histoire de son créateur, mais sans plus aucun lien avec lui. Malgré la magnificence du manoir, une partie de son essence avait disparu. Ce qui avait été le domaine privé de Hearst était devenu une exposition pour le public, qui admirait sa beauté sans pleinement comprendre les sacrifices et les tragédies qui avaient présidé à sa création. Pour Marianne Davies, sa compagne pendant plus de 30 ans, la mort de Hearst marqua la fin d'une époque. Malgré les critiques et la stigmatisation dont elle avait été victime toute sa vie, Marianne resta fidèle à William. Après son décès, elle tenta de se retirer de la vie publique, bien que son nom restât indissociable de sa relation avec le magnat de la presse. Elle passa ses dernières années dans la discrétion, loin du monde hollywoodien qui l'avait jadis entourée, et le temps effaça son souvenir. Malgré sa retraite, Marianne n'a jamais cessé d'aimer William. Leur relation, complexe et marquée par l'invisibilité de leur amour aux yeux du public, n'en demeurait pas moins. Pour Marianne, William demeurait l'homme avec qui elle avait partagé sa vie. Après sa mort, elle a préservé son souvenir, conservant photos et objets symbolisant leur amour, un amour qui ne pourrait jamais être officialisé, mais qui avait été profondément réel pour elle. Elle ne s'est jamais remariée et n'a jamais recherché d'autres relations significatives. La vie de Marianne, bien que marquée par le luxe et la célébrité, fut une vie de sacrifice discret et d'amour inavoué. Au fil des ans, le château Hearst est devenu le reflet de son créateur. Celui-ci enchantait ces havres de paix opulents que William Randolph Hearst avait bâtis avec une passion dévorante, s'était peu à peu transformé en un monument à la gloire d'un empire jadis irrésistible. Le rêve de Hearst, son château si semblable aux palais européens qu'il admirait dans sa jeunesse, n'était plus qu'une attraction touristique. Les visiteurs affluaient de tous horizons pour admirer ses vues à couper le souffle, son architecture imposante et son luxe fastueux. Pourtant, ils ne voyaient pas le silence omniprésent, un silence qui s'était installé pour toujours, comme si le château lui-même avait été victime de la même tragédie que son créateur. Le rêve de Hearst d'être à jamais immortalisé dans son château, de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire, prit une forme inattendue. Au lieu de devenir un héritage privé de richesse et de pouvoir, le château se transforma en un lieu de mémoire collective, accessible à tous mais déconnecté de son propriétaire. Les touristes qui flânèrent dans ses couloirs, admirant les tableaux de maîtres européens, les jardins à l'italienne et les fontaines scintillantes, ne purent jamais saisir pleinement le prix que Hearst avait payé pour chaque pierre posée là. Celui-ci, enchanté elle, avait été conçu comme un symbole de sa domination, de sa capacité à plier le monde à sa volonté, mais elle finit par témoigner de la futilité de ses efforts pour atteindre l'éternité. Marianne Davies, sa plus fidèle compagne, fut elle aussi prise au piège du rêve de Hearst. Après sa mort, elle fut privée du luxe et du faste qui avaient entouré leur relation. Bien qu'elle ait été son amour, son soutien et sa partenaire pendant tant d'années, elle ne put jamais occuper la place qu'elle désirait, celle d'épouse légitime. La société ne l'accepta jamais pleinement, la considérant toujours comme la maîtresse du magnat et non comme la femme qu'il avait soutenue dans les moments les plus sombres de sa vie. Après la mort de William, Marianne vécut ses dernières années dans une relative tranquillité, loin des projecteurs, mais hantée par le souvenir du passé. Bien qu'elle fût une figure emblématique de la culture populaire, elle portait le fardeau émotionnel d'un amour non partagé. Le don de celui-ci en Chantelle, transfert de la propriété à l'État de Californie en 1958, marqua un tournant décisif dans l'histoire du château. La magnificence du domaine devint propriété publique, et avec elle, la vision de Hearst se transforma radicalement. Si la beauté des jardins et des bâtiments demeura intacte, la fonction du château évolua. D'un havre privé de pouvoir et de richesse, il devint un musée, ouvert au public mais détaché des aspirations de son créateur. Les touristes visitaient désormais le château non plus comme la demeure d'un magnat des médias, mais comme un témoignage historique, une relique illustrant l'ascension et la chute d'un empire médiatique.
La transformation du château en site touristique était paradoxale. D'un côté, le rêve de Hearst d'être immortalisé par son château s'était réalisé, mais pas comme il l'avait imaginé. Le château regorgeait de visiteurs admirant sa beauté, mais l'endroit était loin d'être le centre de pouvoir vibrant qu'il avait rêvé. À ses yeux, celui-ci, Enchanteil, était censé être un monument qui témoignerait de son héritage personnel, un château à transmettre aux générations futures comme symbole de sa grandeur. Cependant, à mesure que le château se banalisait, la magie de l'exclusivité s'estompa. Marian, quant à elle, a toujours gardé un lien avec le passé, mais pas comme on l'attendait. Bien que sa vie publique se soit terminée, son amour pour William et son attachement au château sont restés intacts. Dans l'intimité, Marianne conservait des photos et des souvenirs de William, se remémorant les plus beaux moments passés ensemble. Bien qu'elle n'ait jamais été officiellement reconnue comme son épouse, Marianne a joué un rôle bien plus important dans la vie de Hearst que celui d'une simple maîtresse. Elle était sa muse, sa compagne, sa confidente et son soutien indéfectible. Son sacrifice fut immense, mais il ne fut jamais pleinement reconnu par la société ni par les médias que Hearst avait si habilement manipulés. Après la mort de William, la vie de Marianne fut discrète, paisible et emplie de souvenirs qu'elle n'a jamais cherché à partager. Malgré les difficultés rencontrées, Marianne a toujours conservé un profond respect pour William. Durant les dernières années de sa vie, elle s'est retirée de la vie publique, menant une existence paisible loin des paillettes d'Hollywood. Malgré les tragédies et les épreuves, Marianne n'a jamais dit de mal de Hearst et n'a jamais cherché à tirer profit de son héritage. Elle incarnait la loyauté et le sacrifice, et bien que le monde se souvienne d'elle comme de la maîtresse du magnat de la presse, pour elle, William était l'homme qui avait donné un sens à sa vie. L'histoire de Hearst et de son château est devenue une leçon sur les limites de l'ambition et la quête de l'immortalité. Le château, désormais propriété du public, demeure un lieu de fascination, mais aussi de réflexion. Il nous rappelle la fragilité des empires et comment même les hommes les plus puissants ne peuvent échapper à l'épreuve du temps. Si la richesse et le pouvoir ont suffi à bâtir un édifice grandiose, ils n'ont pas suffi à garantir que cet héritage perdurerait comme William l'avait imaginé. Aujourd'hui, le château demeure un symbole de sa grandeur passée. Les touristes qui le visitent découvrent non seulement une demeure luxueuse, mais aussi un pan d'histoire qui illustre l'ascension et la chute d'un homme qui cherchait à dominer le monde, mais qui a finalement succombé à son ambition démesurée. Le temps n'a pas été clément avec le château de Hearst. Celui-ci enchantait le château, jadis symbole du pouvoir absolu de William Randolph Hearst, se transforma peu à peu en un rappel du prix qu'il avait payé pour son ambition démesurée. Malgré sa magnificence, les visiteurs ne ressentaient plus la même splendeur qu'à l'époque de sa construction. Les pièces, les jardins, les immenses bassins et les statues Renaissance étaient toujours là, mais la vitalité qui animait les lieux s'était éteinte. La grandeur de l'édifice restait impressionnante, mais l'âme du château, l'énergie vibrante que William avait insufflée à chaque recoin, avait disparu. Le destin de celui-ci, enchanté elle, reflétait celle de son créateur, la chute. Avec le don du château à l'État de Californie en 1958, un chapitre crucial se refermait dans l'histoire de celui qu'il avait jadis considéré comme sa demeure. Ce qui avait été un refuge privé luxueux, une forteresse de pouvoir et d'exclusivité, devint un musée public, accessible à tous, mais bien loin de la vision originale de Hearst. Le château, bien couvert au public, n'était plus la demeure d'un homme cherchant à laisser une trace personnelle, mais un témoignage historique, celui d'un empire qui s'est effondré. Mais même dans la générosité de son legs, le château demeurait un monument à l'obsession de Hearst de laisser une trace éternelle. Malgré les transformations subies par la propriété, le symbolisme du château ne s'est pas estompé. Des visiteurs affluaient chaque année, attirés par sa beauté et l'histoire qu'il racontait, mais rares étaient ceux qui pouvaient saisir le véritable poids émotionnel qu'il avait subi. Hearst lui-même avait disparu, mais sa présence, bien qu'immatérielle, imprégnait encore les murs du lieu, ces mêmes murs qui avaient été témoins de ses plus grands triomphes et de ses plus cuisantes défaites. Marianne Davis, sa compagne de longue date, fut la seule à rester proche de William jusqu'à la fin. Bien que sa relation avec Hearst n'ait jamais été pleinement acceptée par la société, elle lui demeura fidèle. Après sa mort, Marianne passa les dernières années de sa vie dans l'ombre, loin des regards et de la gloire qui l'avaient jadis entouré.
Si sa relation avec William était connue, son amour pour lui était d'une profondeur insoupçonnée. Tout au long de sa vie, Marianne fut témoin de la chute d'un homme qui avait possédé presque tout, mais qui, finalement, ne put échapper à son obsession. La vie de Marianne après la mort de William fut paisible. Bien que marquée par la tristesse et le vide laissé par son absence, elle ne se remaria jamais et ne chercha pas d'autres compagnons. Sa vie était déjà entièrement consacrée à sa relation avec Hearst. La figure de Marianne, à l'instar de celle de Hearst, se trouva inextricablement liée au souvenir d'un âge d'or et au poids des sacrifices qu'ils avaient tous deux consentis. Marianne ne fut jamais pleinement reconnue par le monde, mais son amour et son sacrifice pour William furent essentiels à la construction de l'homme qu'il devint. Quand celui-ci enchantait le château est devenu un musée intégré au patrimoine culturel californien, mais le parcours de Hearst et l'histoire qu'il recèle continuent d'alimenter les conversations. Malgré l'effondrement de son empire médiatique, la figure de William Randolph Hearst demeure incontournable dans l'histoire des médias. Son nom reste associé au sensationnalisme, à la manipulation de l'opinion publique et au pouvoir des médias, même s'il n'est plus aujourd'hui qu'un pâle reflet de celui qui jadis a incarné ce pouvoir. Le château, dans sa splendeur silencieuse, demeurait une destination touristique prisée, un lieu où l'on pouvait contempler les accomplissements d'un homme, mais aussi ses pertes. Dans ces couloirs, les échos d'une vie d'excès et d'ambition résonnaient encore à travers le temps. L'ironie de la situation résidait dans le fait que, malgré tout le pouvoir et la richesse qu'il avait amassé, William Randolph Hearst ne put jamais échapper à la dure réalité. L'argent et l'influence ne suffisent pas à empêcher les rêves de s'évanouir. Celui-ci enchantait le lieu que Guillaume avait fait construire comme un monument à sa grandeur, était devenu le tombeau de son ambition. Bien que le château demeurât intact dans toute sa splendeur, le rêve qui avait jadis inspiré son créateur ne s'était jamais réalisé. Le château se dressait toujours, un lieu qui ne représentait plus la puissance mais la nostalgie. Un lieu qui, malgré sa grandeur, portait la marque des échecs et des pertes que son créateur avait connues tout au long de sa vie. Le destin de Hearst a servi de leçon aux générations futures. Bien qu'il ait bâti un empire sur les médias de masse et la manipulation du discours public, il n'a pu soustraire son héritage aux ravages du temps. La vie de William Randolph Hearst, marquée par une ambition démesurée, nous rappelle que ni l'argent, ni le pouvoir, ni les châteaux ne peuvent garantir l'immortalité. Au final, il ne reste que le souvenir des actes commis et la manière dont le temps, implacable, efface même les traces les plus profondes. Marianne Davies, à sa manière, comprenait cette vérité. Dans sa vieillesse, elle chérissait les souvenirs de sa vie avec William, mais elle reconnaissait aussi que, malgré la sincérité de leur amour, l'histoire de William Randolph Hearst et de son château n'était pas seulement celle d'un homme qui a bâti un empire, mais celle d'un homme qui a vécu pour laisser une trace éternelle sans jamais parvenir à ses fins. Celui-ci, enchanté elle demeure, non plus comme un symbole de l'éternité que désirait William, mais comme un rappel de la lutte d'un homme pour transcender la mortalité, une lutte qu'il ne put finalement gagner. Après la mort de William Randolph Hearst, celui-ci, enchanté, cessa d'être un lieu de rencontre mondaine, un havre de célébration fastueuse et un symbole de pouvoir. Le château, niché dans les majestueuses collines californiennes, se dressait toujours, mais son énergie vibrante s'estompa peu à peu au fil des ans. Ce qui avait été jadis un centre de luxe et d'exclusivité n'était plus qu'un vestige d'un empire déchu. Si le château demeurait imposant, les murmures de rire, les conversations des invités et l'animation des fêtes avaient disparu à jamais. La propriété fut finalement donnée à l'État de Californie en 1958 et transformée en musée public. Ce que William avait imaginé comme un héritage personnel, un monument à sa grandeur et à son désir d'immortalité, appartenait désormais au peuple. Mais William n'aurait jamais pu imaginer que son château, bien qu'admiré par beaucoup, ne deviendrait jamais le symbole de grandeur qu'il avait envisagé. Celui-ci, enchanté elle, cessa d'être une œuvre d'art vivante pour devenir une relique, figée dans le temps et dans l'histoire d'un homme qui, malgré ses efforts, ne put jamais atteindre l'éternité qu'il désirait tant. Les touristes sont arrivés à celui-ci, enchantés arrivèrent en s'attendant à des merveilles, et ce qu'ils trouvèrent fut exactement un chef-d'œuvre architectural, regorgeant de détails, de luxe et offrant des vues à couper le souffle. Mais en parcourant ces couloirs, rares étaient ceux qui pouvaient percevoir les ombres du passé.
Celui-ci enchanté, c'était toujours un lieu impressionnant, mais derrière sa façade, l'histoire de sa création était marquée par les luttes, les obsessions et les pertes qui ont défini la vie de Hearst. Marianne Davies, qui a soutenu Hearst durant les années les plus difficiles de sa vie, est elle aussi tombée dans l'oubli malgré son rôle fondamental auprès de William. Malgré son amour indéfectible et son dévouement, Marianne n'a jamais été reconnue comme la figure centrale qu'elle représentait pour Hearst. Après sa mort, elle s'est retirée de la vie publique et a passé ses dernières années dans un relatif silence. Les rumeurs et les critiques dont elle avait été la cible toute sa vie n'ont jamais cessé, mais pour elle, seul le souvenir de William comptait. Au fil des ans, William Randolph Hearst est resté un sujet de débat, un homme qui, malgré son pouvoir et son influence, n'a pu échapper à l'ombre de ses erreurs. Son empire médiatique, qui avait jadis façonné la manière dont les Américains s'informaient, n'avait plus le même impact. Les temps avaient changé et le monde des médias de masse avait lui aussi évolué. Ce que Hearst avait bâti de son vivant est devenu un héritage rapidement éclipsé par l'évolution des médias et les nouvelles formes de communication apparues au cours du XXe siècle. Cependant, celui-ci enchanté, il témoigne encore de tout ce qui fut et de tout ce qui aurait pu être. Le château se dresse au sommet des collines californiennes, vigilant et immobile, monument au rêve d'un homme qui tenta de créer l'éternité, mais qui comprit trop tard que l'éternité ne s'achète ni ne se construit. Finalement, châteaux, empires et richesses s'effacent. Il ne reste que le souvenir, les réminiscences de ceux qui ont cherché à marquer l'histoire de leur empreinte. Le château est un lieu de réflexion, d'émerveillement et, à bien des égards, d'avertissement. Il nous rappelle que, si vaste soit un empire, il est toujours soumis aux caprices du temps. Il nous rappelle que, malgré tous nos efforts pour échapper à la mortalité, nous sommes tous, au final, humains, et que nos rêves, si grandioses soient-ils, ne sont que fugaces. Et ainsi, avec la même magnificence et la même tristesse qui accompagnent la vie de ceux qui recherchent l'immortalité, celui-ci enchanté demeure. Pour les visiteurs qui déambulent dans ces couloirs, il devient l'occasion de réfléchir à ce que signifie véritablement laisser une trace. Il ne s'agit pas de richesse ni de pouvoir, mais de ce que nous laissons dans le cœur des autres. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie et l'héritage de William Randolph Hearst. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les grandes figures qui ont marqué l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Aimez, partagez et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.